La proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum à RDC a été transmise à la Commission politique administrative, judiciaire et droits humains PAJ du Sénat. Le bureau de la Chambre haute du Parlement a accordé à cette commission un délai de 72 heures pour procéder à un examen approfondi du texte. Le vice-président de l'Assemblée provinciale du Maniema est visé par une motion de défiance. Les signataires reprochent à l'élu sa gestion et dénoncent plusieurs dysfonctionnements internes. Il l'accuse notamment de manquer de transparence dans la conduite des affaires courantes. La 23e édition de la Coupe du Monde s'ouvre ce soir à Mexico. Le match inaugural opposera le Mexique et à l'Afrique du Sud. Côté RDC, les Léopards se sont envolés ce jeudi pour les États-Unis. Ils entreront en lice le 17 juin face au Portugal. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Bienvenue à toutes et à tous. Je le disais dans les titres, la proposition des lois fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo a été envoyée à la Commission politique administrative, judiciaire et droits humains PAJ du Sénat. Le bureau accorde un délai de 72 heures à cette commission permanente pour examen approfondi de cette proposition de loi. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a présidé hier mercredi à la primature la réunion de conjoncture économique consacrée à l'évaluation de la situation économique et financière de la République démocratique du Congo. À l'issue de la réunion, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, a présenté les principales des conclusions des échanges. Suivez. Selon le membre du comité, l'économie congolaise continue à faire preuve de résilience en dépit des persistances de l'insécurité dans l'ouest du pays et des incertitudes qui caractérisent l'environnement économique international. Malgré la situation sécuritaire difficile dans la partie est du pays, malgré les incertitudes dans l'environnement international, l'économie congolaise est restée résiliente. Vous aurez noté cette stabilité et des prix dans l'ensemble, mais également la stabilité sur le plan monétaire. Le taux d'échange est resté relativement stable pour plusieurs mois déjà. Le gouvernement a toutefois choisi de maintenir une approche prudente face aux risques extérieurs susceptibles d'affecter les performances économiques nationales. Pour consolider cette résilience, le comité de conjoncture économique estime nécessaire de renforcer les investissements dans la production agricole nationale. D'après le ministre de l'économie, cette orientation vise à réduire la vulnérabilité du pays face aux fluctuations de l'économie mondiale et à améliorer sa capacité à faire face aux chocs extérieurs. Le comité de conjoncture économique a pris l'option de rester prudent parce que ce qui se passe à l'extérieur du pays va certainement nous affecter. On a déjà quelques signes qui montrent que nous avons besoin de mieux renforcer la résilience de notre économie et cela passe notamment par des investissements conséquents dans la production agricole locale. Le comité a également évalué l'impact des perturbations observées sur le marché mondial des produits pétroliers. À en croire le patron du secteur économique national, la République démocratique du Congo figure parmi les pays africains ayant le mieux résisté à ces chocs. Malgré les tensions internationales et une légère hausse enregistrée à mi-avril, le gouvernement a réussi à maintenir un approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers ainsi qu'une stabilité globale des prix sur l'ensemble du territoire national. L'autre point majeur abordé au cours de cette réunion concerne l'affectation de la première tranche des ressources mobilisées grâce à l'émission des eurobonds. Le comité de conjoncture économique a été informé de mécanismes mis en place pour assurer une gestion efficace de ces fonds ainsi que de premiers projets qui bénéficieront de ces financements. La première tranche de 650 millions de dollars américains sera affectée au financement de plusieurs projets au cours de l'exercice budgétaire 2026.
En bref, une nouvelle crise secoue l'Assemblée provinciale du Maniema. Son vice-président est visé par une motion de défiance initiée par un groupe de députés provinciaux. Les signataires reprochent à l'élu sa gestion et dénoncent plusieurs dysfonctionnements internes. Ils l'accusent notamment de manquer de transparence dans la conduite des affaires courantes. La motion sera examinée en plénière. Les détails dans nos prochaines éditions. Au moins 3 personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à ce jeudi lors d'une attaque des IDF à Munzambayi, quartier Mboikene, commune de Rwenzori à Beni. Le bilan reste provisoire. Les autorités poursuivent l'évaluation des dégâts. Ce jeudi matin d'ailleurs, les habitants ont manifesté dans la ville contre l'insécurité et la recrudescence de violences attribuées aux IDF. À ce sujet, nous joignons au téléphone les députés provincial Sereka Mbafumoja Eli. Bonjour messieurs, dites-nous ce qui s'est réellement passé cette nuit à Beni. Nous sommes surpris de constater aujourd'hui le massacre de la population. C'était depuis un mois aujourd'hui, la population était en train d'alerter les services de sécurité qui se préparent le massacre au niveau de la ville de Beni. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, c'était le tour du quartier Boikene, avant c'était le quartier Ngadi, et le territoire de Beni également a été touché. Donc, nous sommes à des bandades. Nous avons constaté aussi que les ADF Nalu qui attaquaient dorénavant pendant la journée et aussi vers 19h jusqu'à 23h, aujourd'hui, ils ont attaqué vers 4h du matin. C'est aussi un constat amer parce qu'ils commencent maintenant à opérer même pendant la nuit, les matins et aussi pendant la journée. C'est une question que nous sommes en train d'appeler le gouvernement congolais de prendre cette question entre leurs mains et au sérieux. Parce que les FARDC aujourd'hui, nous attendons par-ci par-là, et aussi au niveau de l'opération du CID avec les M23, ils utilisent même des drones kamikazes pour repérer, pour aussi cibler avec précision. C'est ça. Aujourd'hui, si ce matériel-là, ces drones kamikazes étaient utilisés dans cette guerre avec les ADF Nalu, on devrait quand même repérer les assaillants et savoir où sont ces assaillants et que les services de sécurité soient capables de les attaquer, aussi les neutraliser. Que doit faire exactement le gouvernement pour protéger efficacement la population et mettre fin à cette insécurité récurrente? Deuxièmement, nous voulons appeler maintenant les FARDC de capitaliser les alertes de la population et travailler ensemble parce que la population alerte au temps opportun. Et nous pensons que c'est un travail de titan que la population est en train d'exécuter. C'est maintenant aux FARDC de capitaliser ces alertes. Ce n'est que la population demande que ça. Je pense que si réellement on capitalise ces alertes et on utilise des matériels militaires de la dernière génération équipés par le gouvernement congolais, nous allons vaincre cette guerre et travailler ensemble avec la population pour essayer d'éradiquer ces ADF une fois pour toutes. Je rappelle que vous avez été joint au téléphone par Rodrigue Mumbere. Déserté depuis une semaine, le village Kabwassa dans le territoire de Kasongolunda au Kwango est resté vide en raison d'un conflit foncier avec Kibenga généré le 3 juin dernier. La société civile de Tembo tire la sonnette d'alarme. Son président Jean Kajiji, contacté par nos confrères d'actualité.cd, a dénoncé la circulation d'armes de calibre 12 et des machettes chez des civils. Résultat, meurtres et assassinats fréquents, population terrorisée et réfugiés en forêt. Il exige une intervention urgente de l'État pour rétablir l'ordre et désarmer les civils avant un nouveau drame.
Les épreuves du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle ont débuté ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. Des milliers d'élèves prennent part à cette évaluation nationale qui se déroule sur 2 jours, du 11 au 12 juin. L'examen vise à évaluer les acquis des candidats et à les orienter pour la suite de leur parcours scolaire et professionnel. Le coup d'envoi a été donné par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, ici à Kinshasa. Processus politique en République démocratique du Congo à moins de 30 mois des élections générales prévues en 2028. La société civile congolaise, à travers la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées, a été en sigle met en garde contre les défis politiques, sécuritaires et institutionnels qui pourraient affecter le processus électoral en République démocratique du Congo. Réunie à Kinshasa, cette organisation de la société civile propose 3 scénarios pour l'avenir électoral du pays et appelle à un consensus national. C'est ce que nous dit Bob Ambongo. Les élections de 2028 s'invitent déjà dans le débat public. À Kinshasa, la plateforme AETA a partagé son analyse des principaux défis susceptibles d'influencer le prochain cycle électoral en République démocratique du Congo. Insécurité dans l'est du pays, contraintes socio-économiques et débats sur une éventuelle réforme constitutionnelle figurent parmi les préoccupations soulevées par cette organisation spécialisée dans les questions électorales. À moins de 30 mois de la fin constitutionnelle de la législation actuelle, l'État trouve qu'il est possible de consolider la démocratie. Concernant les élections générales de 2028, l'État envisage 3 scénarios. Le maintien du calendrier électoral, le report des scrutins jusqu'à l'amélioration de la situation sécuritaire ou encore l'organisation des élections avec les mécanismes adaptés dans les zones affectées par les conflits. Parmi ces recommandations, la plateforme appelle à des réformes électorales et constitutionnelles inclusives, au renforcement de la crédibilité du fichier électoral ainsi qu'au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Pour garantir l'organisation effective de ce consensus national sur les enjeux de l'heure, AETA préconise que le chef de l'État, en sa qualité de garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, lance les consultations ouvertes de toutes les forces vives, à savoir la majorité au pouvoir, l'opposition politique non armée, les autorités traditionnelles et la société civile. Ces consultations seront focalisées sur les enjeux et défis majeurs, notamment l'insécurité à l'est du pays, l'organisation des élections à l'échéance de 2028 et la réforme constitutionnelle. Pour l'État, la consolidation de la démocratie congolaise passe par le dialogue, la confiance entre les institutions et les citoyens, ainsi qu'une préparation anticipée des échéances électorales de 2028. Double cérémonie hier mercredi au siège de l'Office de gestion du fret multimodal. La première consacrée à l'installation des Amici Makutano, reconduit à la présidence du conseil d'administration. La seconde a marqué la reprise entre le directeur général AI sortant, Emmanuel Mayele Samba, et le nouveau directeur général, Olivier Chibola Mukuna, nommé par ordonnance présidentielle. Sous la supervision du secrétaire général au transport, voies des communications et désenclavement, Pierre Nkeke Sanamoko, l'OGEFREM, a clôturé ses jours plus des 4 mois d'intérim. Le directeur général AI, Emmanuel Mayele Samba, a officiellement transmis les bâtons des commandements à Olivier Chibola Mukuna, nommé directeur général par ordonnance présidentielle. La dite ordonnance confirme Amici Makutano au poste de président du conseil d'administration et nomme Emmanuel Mayele Samba, directeur général adjoint.
Chibola. Dans son allocution, le DG sortant a salué la stabilité institutionnelle maintenue et les réformes initiées durant l'intérim. Il a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités du pays. Le nouveau DG, Olivier Chibola, a quant à lui rendu grâce à Dieu et remercié le chef de l'État, le Premier ministre et le vice-premier ministre, ministre des Transports, pour la confiance placée en lui. Dans un environnement de plus en plus exigeant, seule la performance permettra à l'OGFM de répondre efficacement aux attentes de l'État, des opérateurs économiques et de l'ensemble de ses partenaires. À ce sujet, l'évaluation objective des performances individuelles et collectives sera encouragée afin de promouvoir le mérite, valoriser les compétences et accompagner l'amélioration continue de nos services. Par ailleurs, Olivier Chibola a appelé l'ensemble des agents et cadres à l'unité autour d'une vision commune. En sport, les portes de la 23e édition de la Coupe du Monde s'ouvrent ce soir à Mexico avec le match Mexique-Afrique du Sud qui sera précédé d'une cérémonie d'ouverture. Par ailleurs, les Léopards se sont envolés ce jeudi pour les USA où ils rentreront en lice les 17 juin face au Portugal. Et pour parler de ces grands rendez-vous du football mondial, nous recevons pour vous sur ce plateau Christian Boukaya, notre analyste sportif maison. Bonjour. Bonjour Héritier, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Comment, Christian, va se dérouler la cérémonie de cette 23e édition et c'est quoi sa particularité? Alors, il faut déjà signaler que l'Ego sera donné ce soir à 20h avec le match Mexique-Afrique du Sud. Ce sera les remakes du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2010, puisque le Bafana Bafana, on va dire le pays de l'arc-en-ciel, organisait la Coupe du Monde en 2010 et affrontait bien sûr le Mexique, et ce sera les remakes de ce match d'ouverture. Alors, ce match sera précédé, comme vous l'avez dit, d'une cérémonie d'ouverture, et ce sera bien sûr au mythique stade HTK, qu'on voit d'ailleurs en image. Alors, la particularité avec ce mondial, c'est qu'il est le premier à réunir 48 équipes au lieu des 32 comme d'habitude, et il sera co-organisé par 3 pays différents, à savoir les États-Unis, le Canada, mais également le Mexique. Et puis il y aura au total 104 matchs, c'est-à-dire les amoureux du ballon rond vont se régaler un tout petit peu avec les différents matchs dans différents stades aux États-Unis, au Canada, mais également au Mexique. Ce qui ouvre d'ailleurs la porte au 16e de finale, ce qui n'était pas le cas avec 32 nations. Donc avec les 16e de finale, il y aura ensuite les 8e de finale. Voilà même ce qui a permis à la RDC de se qualifier, puisque même le quota de l'Afrique a été revu à la hausse. Nous, on a été barragistes d'abord continentaux, ensuite barragistes continentales, j'allais dire, ensuite intercontinentaux. Et voilà, aujourd'hui, la RDC retrouve la Coupe du Monde 52 ans plus tard. C'est vraiment la particularité de cette Coupe du Monde à 48 pays qui sera co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Est-ce que la particularité, c'est aussi la participation des 10 pays africains à la compétition? Bien évidemment, je l'ai dit, à l'époque, l'Afrique avait moins de places, à peine 5 places, mais aujourd'hui, l'Afrique déjà avait 9 places, ça veut dire pour des équipes qui devaient se qualifier directement, mais il y avait aussi une place en jeu pour tous les continents, enfin, bon, pas tous les continents, parce que l'Europe, son quota était déjà considérable, pour l'Océanie, pour l'Asie, pour l'Afrique, voilà pourquoi l'unique place qui était encore en jeu ou en lice a été prise par la RDC lors de barrages intercontinentaux. C'est comme ça qu'on est allé jouer face à la Jamaïque, puisqu'il y avait encore une place à compléter pour les différents continents. Et c'est aussi ça la particularité, pour répondre brièvement à votre question. Christian Boukaya, la Coupe du Monde en Amérique est jusqu'ici perçue comme la pire organisation de l'histoire des footballs. Qu'en pensez-vous à cela? On avait cru que la fête sera totale, les signes avant-coureurs donneraient la chance à tout le monde de pouvoir avoir de compétir dans de bonnes conditions. Malheureusement, la pré-Coupe du Monde n'a pas permis à toutes les sélections de mieux se préparer. Il y a beaucoup de pays qui ont été privés des visas. Il y a beaucoup de complications autour de l'organisation de cette Coupe du Monde. Ça, on l'a même vu récemment avec l'arbitre somalien qui a été, on va dire, dans son visa a été annulé. Il a été accueilli triomphalement dans son pays. Bref, l'organisation de la Coupe du Monde
en Amérique devait bien évidemment être une Coupe du Monde des rêves. Malheureusement, ça s'est tourné en vinaigre, en cauchemar. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont durci les temps et aujourd'hui les choses se sont compliquées. J'ai parlé tantôt de cette mauvaise organisation déjà, mais regardez ce qui se passe pour comprendre que les États-Unis dictent les tempos. Aujourd'hui, on peut aller au-delà de ce qu'on voit. Gianni Infantino n'aura peut-être pas le courage de dire non à Donald Trump. C'est vrai que les États-Unis veulent se servir de cette Coupe du Monde comme une passerelle pour imposer ou confirmer une fois de plus leur suprématie, parce que c'est vrai que le football est apolitique, mais au-delà de cet aspect des choses, il faut voir plutôt cette domination des USA. Alors, l'arbitre somalien, quand il a été refoulé, le président de la Fédération internationale de football association, en s'exprimant, qu'est-ce qu'il a dit? Nous essayons, enfin, en s'exprimant quant à ceux, nous essayons toujours de trouver des solutions, mais nous devons respecter le fait que nous ne sommes pas les rois du monde et qui peuvent régner sur le gouvernement. C'était une façon... Pas s'ingérer dans une affaire... mais regardez là où ça devient ambivalent. Ça devient ambivalent quand il veut défendre le cas du journaliste français qui est bien sûr arrêté en Algérie. Lui qui était arrêté bien sûr à Tizi Ouzou. Il enquêtait sur un club... C'est intéressant, mais on n'a pas assez de temps. De la JSK. Bref... C'est deux poids, deux mesures. Quand il s'agit de l'Algérie, là, il demande la clémence des autorités algériennes, comme quoi le journaliste français arrêté en Algérie a déjà reçu son accréditation si le gouvernement algérien pouvait, en tout cas, laisser ces journalistes venir couvrir la Coupe du Monde. Mais pour l'arbitre somalien, on dit non, on ne voudra pas s'ingérer dans les affaires de gouvernement. Bref, c'est du deux poids, deux mesures et ça paraît vraiment ambivalent pour une grande instance de football qui n'est autre que la Fédération internationale de football association. Dernière question et la courte d'ailleurs, puisqu'on parle de cette prestigieuse compétition. Est-ce que les léopards de la République démocratique du Congo sont rassurants? Le plus important pour nous était d'abord de se qualifier. On a réussi à atteindre le premier objectif, c'est-à-dire se qualifier pour la Coupe du Monde. Maintenant, il faut voir si on sera en mesure de marquer ne serait-ce qu'un petit but. Si on marque des buts, allez, pour nous, ce sera déjà une progression. Parce qu'on est dans un groupe 4 très relevé aux côtés du Portugal, de la Colombie et de l'Ouzbékistan. Mais attention, c'est une Coupe du Monde à 48 sélections, il y a les 16e de finale. Si on se bat bec et ongle pour ne serait-ce qu'obtenir 3 points ou peut-être 4, messieurs, on sera récupéré comme meilleur troisième et on sera au 16e de finale. Rassurant ou pas, on va jouer notre football. On ne devra pas se faire beaucoup de pression. Allons jouer à la Coupe du Monde puisqu'on est de retour. On rentre pour apprendre. Peut-être on reviendra plus fort prochainement. Mais attention, les léopards sont imprévisibles. À chaque fois que vous les attendez le moins, c'est là qu'ils vous surprennent. Mais quand vous les attendez le plus, c'est là où ils vous déçoivent. Bref, on croise les doigts et on attend impatiemment le premier match face au Portugal. Ce sera à Houston et ce sera le 17 juin prochain. Merci beaucoup Christian Bokaya. Les grands détails, soit la suite, c'est dans nos grandes éditions, notamment de 19h de tout à l'heure. Merci beaucoup, Héritier. Merci beaucoup. Voilà qui nous conduit au rappel des principaux titres de ces journaux, mesdames et messieurs. La proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en RDC a été transmise à la Commission politique, administrative, judiciaire et droits humains, PAJ du Sénat. Le bureau de la Chambre haute du Parlement a accordé à cette commission un délai de 72 heures pour procéder à un examen approfondi du texte. Le vice-président de l'Assemblée provinciale du Maniema est visé par une motion de défiance. Les signataires reprochent à l'élu sa gestion et dénoncent plusieurs dysfonctionnements internes. Ils l'accusent notamment de manquer de transparence dans la conduite des affaires courantes. La 23e édition de la Coupe du Monde s'ouvre ce soir à Mexico. Le match inaugural opposera le Mexique à l'Afrique du Sud. Côté RDC, les Léopards se sont envolés ce jeudi pour les États-Unis. Ils entreront en lice le 17 juin face au Portugal. Vous avez suivi le commentaire et analyse de Christian Bokaya, analyste sportif maison. Ne quittez pas, vous restez avec nous pour la chronique en revue de presse.
Et pour cette deuxième et dernière partie, Nathan Duhamouete m'a déjà rejoint. Bonjour et bienvenue. Bonjour héritier, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Félix Tshisekedi en Égypte pour la signature des accords dans plusieurs domaines. Exactement, héritier Ntombwa, Caire et Kinshasa sont désormais unis dans une série d'accords dans les domaines politiques, diplomatiques et de la santé, lesquels d'ailleurs ont été signés hier, mercredi 10 juin 2026, entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et de la République arabe d'Égypte, sous les regards bien sûr de deux chefs d'État, rapporte le journal Les Potentiels, qui le pointe d'ailleurs sur sa une. Ce portail héritier signale que l'événement le plus marquant de cette visite est donc l'intérêt de la République démocratique du Congo pour la nouvelle capitale administrative égyptienne, vaste méga projet construit à l'est du Caire pour désengorger la capitale historique pour Kinshasa, confronté à une croissance démographique rapide, à l'urbanisation anarchique, aux embouteillages chroniques et aux problèmes d'assainissement. L'expérience égyptienne constitue un laboratoire grandeur nature. La présence de plusieurs ministres et experts laisse donc penser que la République démocratique du Congo étudie des solutions concrètes pour justement développer de nouveaux pôles urbains ou administratifs capables d'accompagner la modernisation du pays. Héritier Ntombwa, abordant le même sujet, le journal La Prospérité fait savoir qu'au cours de leur discussion, les chefs d'État ont procédé à l'évaluation de la coopération bilatérale entre les deux pays, fondée justement sur une histoire commune de lutte pour la souveraineté, l'indépendance, la dignité des peuples africains et l'affirmation du continent africain sur la scène internationale. Opinion Info, pour sa part, souligne que d'autres accords concerne justement le développement urbain et la gestion des villes, ainsi que le renforcement des relations bilatérales en matière d'investissement, et estime que ces engagements témoignent de la volonté de deux gouvernements de promouvoir de partenariats concrets susceptibles justement de contribuer au développement de leurs économies et à l'amélioration de services destinés aux populations. Un autre titre dans la presse ce jeudi, Nathan. Vendredi 12 juin, l'opposition congolaise dans les rues de Kinshasa. Et effectivement, héritier Ntombwa, c'est d'ailleurs à la une de la presse en ligne Fox Time que nous lisons cette annonce. Le portail renseigne que cette nouvelle action s'inscrit dans un cadre, dans un calendrier de protestation rigoureux rétabli par la plateforme C64 de l'opposition congolaise. Elle fait savoir, elle fait suite au dépôt d'une plainte pénale contre le chef de l'État pour, je cite, coup d'État contre la Constitution le 9 juin dernier. Bien que la journée ville morte précédente, héritier est connu, un survie mitigé selon quelques quartiers de Kinshasa. L'opposition considère ces sit-ins comme un test crucial pour mesurer sa capacité de mobilisation populaire face à la majorité présidentielle. En même temps, fait savoir ce quotidien, les organisateurs entendent donc exprimer un rejet catégorique du projet de loi référendaire récemment d'ailleurs adopté à l'Assemblée nationale à l'unanimité. L'opposition dénonce une tentative de revision ou de changement de la Constitution qui permettrait au président Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat 7 sur 7 pour clore ce tour d'horizon. Héritier Ntombwa précise à travers le communiqué de ce bloc d'opposition que par ailleurs, ces partis de l'opposition demandent à l'autorité urbaine de prendre des dispositions nécessaires pour sécuriser les manifestants. Espérons que ce sera le cas. Merci beaucoup Nathan, et je souligne que la plainte initiée par l'opposition a été différée pour permettre aux acteurs de réunir les éléments et bouger les lignes comme ils pensent. Tout à fait, héritier Ntombwa. Fin complète de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi à travers le monde. Ne nous quittez pas, vous restez avec nous. L'actualité reste en continu sur votre radio et sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.